surtout, ce qui me réjouit, c'est d'avoir autant de visages que je ne croise pas tous les jours. Je me souviens, la dernière expérience très favorable, c'était quand j'ai fait mon séminaire pour présenter qui j'étais, etc. Mais depuis, les séminaires se font rares. Donc, au final, Abdelatif m'avait demandé de lancer un appel si vous avez des propositions intéressantes pour les séminaires. Premier job, c'est de dire contactez Abdelatif Wassine pour des séminaires intéressants. Comme ça peut continuer ce genre d'apprentissage qu'ils font les uns les autres. On pouvait même solliciter les collègues de l'EC. D'ailleurs, j'ai fait la publicité. On a fait un séminaire où notre collègue de l'EC, Arnaud Hubert, va venir ici. En plus, c'est notre collègue de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard qui devrait un petit peu venir pour regarder si on va faire ensemble. Donc, pour revenir donc on m'a confié 1 heure. Donc ça veut dire jusqu'à minuit, j'ai le temps à étaler. Et je vais essayer de ne pas vous. Mais non, mais après minuit, la question, c'est le plus intéressant. C'est là où on commence à parler. Bref, l'idée est la suivante. J'ai essayé de partager mon exposé à une partie ce que je peux faire depuis mon arrivée et après ce que je compte faire. Parce que je trouve que quand on parle de quelque chose qu'on va faire, c'est toujours bien de rendre les choses un peu crédibles en disant ok, ce que j'ai fait jusqu'à là. Sinon, on construit sur yaourt et on sait qu'on ne va pas trop loin ainsi. Donc déjà, le premier job que je me suis donné, c'était d'expliquer ce que c'est cette chair. Parce que je me souviens, ça reste un peu ambiguïté. Donc, il y avait juste un transparent pour expliquer ce que c'était chair et renouvellement. Parce que ça vaut la peine d'expliquer pour peut-être aider aux autres aussi de refaire un peu la même expérience. À savoir, tout a commencé, ça fait un moment, on a parlé avec une entreprise de logiciels qui est d'ailleurs peut-être en France le plus grand, construit par ses propres moyens, je ne compte pas les autres qui ont acheté le logiciel. Et ils ont un logo qui dit Get it right, ça veut dire qu'ils ont bien compris. Pour une fois, ils n'ont pas bien compris parce qu'au final, le share n'a pas été fait. La seule chose qui était bien, j'ai fait connaissance d'Alain Stork. Et là, il a compris, ok, il faut recruter Adnan. Donc, il a été vraiment efficace. Et puis, en juillet, il a recruté Adnan. Et il a appelé ça share mécanique. Et franchement, depuis septembre 2014, quand je t'ai recruté, j'ai mis 1 année à expliquer à un certain nombre de gens pour commencer entre entourage direct de Stork jusqu'à dernier avec qui j'ai eu affaire. Ce que ça veut dire cette chaire mécanique. Peut-être c'est aussi ma faute parce qu'au passage j'ai changé le nom, c'est plus la chaire mécanique numérique, c'est chaire mécanique tout court. C'est pour ça qu'on n'a pas compris. Voilà, c'est ma faute. Mais il y aura d'occasion, je vais revenir dans mon exposé. En tout cas, la première déjà affaire, par exemple, déjà au plus haut niveau, quand on a essayé de faire un colloque d'inauguration où j'ai vu la plupart des collègues présents, dans la préparation, on disait, ma chère, c'est un projet d'établissement opération institutionnelle, c'est pas laboratoire. Donc déjà, c'est un peu ambigu. Après, quand j'ai essayé de renouveler la chaire, puisque c'était déjà parti avant que j'arrive, et ça a duré qu'1 année depuis mon installation, donc il fallait pratiquement aussitôt renouveler. Et donc j'ai déposé un truc, on m'a dit, va déposer appui d'émergence. Après, mon conseil scientifique m'a dit, mais en fait, c'est pas pour toi, c'est pour les gens chercheurs, et toi, tu es 3e. J'ai dit, alors, je suis jeune chercheur, tu sais comment je définis jeune chercheur. Vraiment, j'ai expliqué ceux qui étaient présents au niveau conseil scientifique. Je dis, moi, j'explique, à mes yeux, les gens qui sont jeunes chercheurs, c'est ceux qui produisent quelque chose. Parce que la jeunesse, c'est capacité de produire quelque chose. Pour ne pas dire pour se reproduire, parce que j'ai déjà rigolé après minuit. Mais, donc, vous allez voir, j'essaie de produire quelque chose, je me considère très jeune chercheur. On est parti, j'espère, pour très longtemps. Bref. Mais ce qui était bien, j'ai pris connaissance directement d'interlocuteurs côté conseil régional et ils m'ont donné la bonne piste à explorer. Ça s'appelle accueil de chercheurs au niveau. Et j'ai beaucoup de plaisir de dire que c'était finalement en 2015 renouvelé et vous allez voir les moyens. Donc je termine avec la conclusion qui sont, j'espère, très positive, sans ambiguïté. En plus, c'était vraiment arrivé en octobre 2015, j'avais une autre bonne chance d'avoir intégré ce qu'on appelle l'Institut universitaire de France. Donc on m'a dit, mais un transparent juste pour expliquer aux gens, fait la pédagogie et ça vaut la peine de les mettre parce que moi-même je ne savais pas ce que c'était. Avant que mon ancien collègue de NS Cachan, ancien directeur de NS Cachan, et aujourd'hui membre de cabinet technologique qui s'appelle Yves Mallier, propose mon nom à l'Institut universitaire de France. On ne peut pas se proposer tout seul. Au niveau de membre senior, il faut quelqu'un qui va porter ce dossier-là. Si on réussit, c'est formidable, puisque qu'est-ce qu'on nous donne? Enfin, c'est très peu de place d'ailleurs. Vraiment, il y a 1% de professeurs qui sont dans cet institut-là. Depuis 1991 que c'était créé, ça fait 582 parce qu'il y a 40 membres par an, 20 pour les sciences sociales, 20 pour les sciences naturelles.
Ingénierie, il y a très peu de place. Enfin, je crois que cette année, je suis seul membre senior d'ingénierie, globalement, mécanique, génie électrique, etc., etc. Après, on nous donne obligation de faire la recherche de haut niveau, j'espère. Ici, on est vraiment gâtés pour essayer de faire ça. Interdisciplinaire, c'est encore mieux, parce que ce que j'écoute ici, ça me réjouit énormément, parce qu'il va y avoir plein d'interlocuteurs possibles pour faire ça. Après, on donne certaines décharges, pratiquement pour se concentrer sur la recherche. Et donc, grosso modo, on vient gratuitement, sans coûter grand-chose à l'établissement. Et j'ai utilisé mon temps relativement bien, même quand j'étais plus chargé l'année dernière. Notamment, je partage ici le bilan à tout type d'activité. Il y a un type d'activité que j'ai appelé formation, surtout formation à la recherche, et le type d'activité qui est la recherche et l'animation. Donc je liste ici, vous allez voir un certain nombre de formations que je peux faire moi-même ou les collègues invités. J'ai déjà évoqué lors d'une question arrivée de Herman Matisse, qui était le professeur invité de l'ABEX, tant que je sache, dans le monde de mécanique, 2 mois, c'était déjà un exploit. Après, il y avait cours qu'on a fait avec un certain nombre de collègues de maths appliquées. Nicolas Limnios est directeur du laboratoire maths appliquées à l'UTC, plus les collègues de mon entourage. Et puis ici, il y avait des premiers contacts en supposant qu'un jour, on va peut-être vraiment intégrer Sorbonne Université. Ce qu'on pourrait faire avec, je vais revenir là-dessus. Côté recherche, animation de recherche, il y avait déjà une première occasion, on a pu se voir, puisque le colloque que j'avais le plaisir d'organiser est devenu non seulement une inauguration de la chaire, mais il y avait aussi une première, on peut dire, itération sur les exposés thématiques qu'on a pu maintenant affiner. Et encore une fois, vraiment, ça m'a plu énormément cette formule-là, d'avoir vraiment pratiquement beaucoup de collègues directement. Après, il y avait d'autres collègues qu'on a fait à l'extérieur. Je voulais vraiment dire peut-être que j'ai pris contact, puisque l'avantage, ce n'est pas la première fois que j'arrive à travailler à l'UTC, ça fait déjà au XXe siècle, j'ai travaillé, puis je connais des gens qui étaient là, et notamment d'autres laboratoires étaient seulement contents de mon arrivée. Je peux avoir contact avec les autres laboratoires. Par exemple, Marie-Christine Lobato a joué le jeu dans un colloque que j'organisais. Elle a organisé des sessions dans ces colloques-là, publiées avec les collègues et ainsi de suite. On a été aussi épaulé par postdoc Labex. Je vais peut-être revenir là-dessus plus en détail, et peut-être ça vaut la peine aussi de dire là, parce que ça va venir du l'UCC pour un peu, comment je dire, rayonner au niveau international, puisque la technologie devient internationale. Donc il y a plein de collègues qui ont, entre guillemets, racines internationales. Donc c'est clair que ça va s'amplifier encore plus à l'UTC. Première chose, au côté formation, ma première mission dès mon arrivée, c'était de comment dire, introduire un peu plus de mécanique au niveau des codes doctorales. Et je peux vous dire, aujourd'hui, au niveau des codes, direction du TC, ils en sont très contents, à pratiquement tous les niveaux, parce que plus au niveau, on dit que le code doctoral de l'UTC n'est pas performante assez par rapport à ce qui est, par exemple, INSA Lyon. Au niveau des effectifs INSA Lyon, ils sont à peu près la même taille que nous, légèrement plus, mettons, nombreux. Mais le nombre de doctorants, il paraît-il, ils sont au moins 30 ou 40% plus qu'à l'UTC. Donc c'est clair que ça commence à la base. Et donc finalement, ça a bien marché parce que chaque année, ça a augmenté le nombre de doctorants qui s'inscrivaient. Cette année, il y a eu les participants d'extérieur. Ils ont permis aux participants d'extérieur, il y avait 2 qui sont venus de l'Université technique de Braunschweig, il y avait 2 Slovènes, il y avait un Espagnol qui a démarré la thèse. Donc comme ça, il était parmi les gens qui comptent ici en noir et non pas en bleu. Mais sinon, c'était vraiment quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu parler avec les doctorants, ceux qui sont inscrits. J'ai eu le plaisir de parler avec les doctorants. Finalement, pratiquement chaque équipe, chaque axe, y compris les axes en émergence, ont été représentés. Ça s'est passé bien. Ça, c'est les cours que vous avez loupés, Nicolas et Pierre-Hélène. C'était les cours sur l'incertitude. C'était la question de Herman Matisse, qui est professeur de maths appliquées et génie informatique, qui est vraiment expert au niveau mondial de tout ce qui est probabilité. Mes connaissances, mes compétences dans ce domaine viennent en grande partie de collaboration avec Herman, a pu passer ici en tant que professeur invité de l'ABEX. Et à cette occasion-là, il a fait un cours dont les polycopies sont disponibles. Effectivement, pour commencer, on pouvait faire ça, on pouvait faire venir encore une fois. En tout cas, c'était vraiment très intéressant d'avoir des gens comme ça, parce que ça a été évoqué déjà par pratiquement tous les collègues qui ont interrogé possibilité de collaboration, que les aspects incertitude deviennent quelque chose d'important. Et mon expérience, on peut s'appuyer sur le savoir-faire des gens, c'est un métier. Ça ne s'apprend pas, ça ne rigole pas. Il faut travailler avec les gens qui sont spécialistes dans ce sens-là. On a également fait les cours qu'on a pu valoriser au niveau des codes doctoraux lors d'un colloque que j'ai organisé
à Sarajevo. J'ai fait un cours avec Nicolas et puis Abdelratif Wassil et Pierre Lyon. Et c'était effectivement le couplage. En fait, c'est le deuxième colloque de ce type-là où les mathématiciens qui travaillent sur le problème de mécanique des fluides et mathématiciens qui sont en mécanique fluide et mécaniciens qui sont en mécanique solide se sont réunis. Il y avait des exceptions. Mécaniciens qui travaillent en fluide, c'est plutôt rare et je vais revenir là-dessus. À quoi, à mes yeux, c'est une opportunité pour le laboratoire. Et donc là, il y avait les cours qu'on a proposés, c'était grosso modo pour permettre aux étudiants en thèse de s'inscrire pour des frais réduits. Et il y avait tous les professeurs qui ont intervenu. Celui-là, il a eu le plus grand succès. Je ne sais pas pourquoi, ça aurait dû être le cours vestimentaire. Donc, d'où j'ai décidé de laisser tomber ma veste là. Il y avait également une visite, je dois dire, à l'origine, c'était Salima, c'était Zoher, et puis après, Jérôme était aussi là. En fait, mais personnellement, je me sentais assez bien placé. Je sais, c'est moi qui l'a conduit vers la gare et tous ces trucs-là. C'est Berto qui a passé 10-12 ans avec moi à Cachan. Et aujourd'hui, il est responsable de ce qu'on appelle l'UFR ingénierie. Faites attention, le mot ingénierie, ce n'est pas un autre mot. C'est-à-dire, Pierre-Marie Curie, c'est quoi aussi capable de sortir un ingénieur. Ça devient déjà assez intéressant comme le développement. Bref, ils sont 50 000 au niveau de Pierre-Marie Curie. Ça, tout le monde le connaît. Et notez bien aussi, ici, je ne sais pas si c'est visible, là, c'est la mécanique et les maths appliquées sont ensemble dans ce qu'on appelle le collège d'ingénierie ou un truc comme ça. Ce qui déjà, en fait, correspond plutôt bien à ce qui concerne l'UTC. Ce qui correspond aussi bien, c'est les effectifs. Quand on regarde ici le nombre d'étudiants, les enseignants, c'est à peu près pas loin de 5000 qui sont les effectifs de l'UTC. Donc ça veut dire, si c'est quelque chose à réussir, si on a à peu près la même taille de composantes Pierre-Marie Curie en face, qui pourraient être intéressés. Et je voulais simplement signaler que les gens côté enseignement, comme Berto, Hélène Dumonté, Jimène de Tonkondo, je ne suis peut-être pas le seul qui le connaît relativement bien, responsable de laboratoire de mécanique, Stéphane Zaleski, je le connais vraiment bien, et puis ancien responsable de système intelligent ou ancien labo de robotique, je le connais bien. À l'époque, à Paris 6, il y avait un poste en robotique, c'est lui qui était pris, moi j'étais 12e, après j'étais pris à l'ES de Cachan. Donc je le connais sûrement bien, et il m'a remercié d'avoir crédibilisé en plus la candidature, et moi je le remerciais de m'avoir laissé d'aller vers l'ES Cachan. Donc tout le monde était content finalement. Bref. L'idée ici, première fois on s'était vu et puis on a essayé d'ouvrir nos valises, c'était dans le contexte de colloque d'inauguration, donc les affaires habituelles, voilà, on a fait donc introduction et puis on a pu faire venir mes anciens collègues de Cachan, plus les collaborations à l'Université technique de Braunschweig, et j'ai déjà pris le plaisir, on a pour la première fois écouté les porteurs des axes, donc voilà, la différence était qu'on était à l'UTC et chacun avait sa cravate. Ici, on est enfermé, ce qui est très bien, et on n'a pas de cravate. Et encore une fois, ça m'a plu encore plus. On élargit la discussion, ce qui est toujours mieux dans ces contextes-là. Donc, je dirais, je prends la fierté d'avoir contribué à ça parce que ça a démarré des choses. C'est un peu dommage. Et encore une fois, il y a un séminaire qui permettrait de se parler plus souvent. Peut-être pas aussi, mettons, un grand complet, mais au moins sur les thématiques. J'ai évoqué celui-là aussi. Il y avait un colloque où il y avait possibilité de présenter quelque chose côté solide et fluide. Donc, le matériau vivant, il y a toujours une phase solide, une phase fluide, et ils sont amenés à travailler là-dessus. Et puis Marie-Christine Obato qui a organisé la session, elle a amené aussi les collègues de laboratoire Robert Wahl, donc tout le monde a publié. Suite au colloque, on a publié un bouquin, donc on est en train de récolter les publications pour pouvoir préparer le dossier. Ok, il y a quand même publication de chapitre, bouquin Springer, ça aussi c'est pas mal. Il y avait finalement, pour terminer le bilan, je vais revenir sur les projets en cours dans la voiture, parce que Salim est venu avec moi, j'ai appris qu'il y avait un colloque, finalement, j'avais des doutes si je suis co-organisateur d'un colloque, mais finalement c'est confirmé, une parenthèse fermée. Et il y avait une collaboration avec le Brésil, à quoi Sorbonne est utile. Vous savez qu'on a créé à Sorbonne l'université, ce qu'on appelle la chaire CAPES. Cette année, il n'y en a eu que 2. Et ils sont venus chacun 6 mois. Il y a quelqu'un qui vient de l'Université fédérale de Rio. Il va passer 6 mois au Musée national d'histoire naturelle. Et M. Paolo Pimenta est venu cette semaine à Roubaix. Je n'ai pas pensé que ça serait utile parce qu'il ne parle pas français, qu'il passe 2 jours ici. Donc, lui, il est très connu au Brésil. Il a pu expliquer le rapport entre l'Université de Sao Paulo
qui est 90 000 étudiants, et Scola Politecnica, où il est professeur depuis très longtemps. Grosso modo, ça se réduit à que 10% de budget de l'USP est donné à Scola Politecnica, après il se débrouille avec ces 10%. Après, il ne se mêle pas des 10%. Ça veut dire, concrètement, 10% de budget Sorbonne, il peut être donné à UTC, etc. Donc, c'est des remarques à dire. On va faire un livre sur structure et système avec Paolo Pimenta, puisque lui, il était produit de système allemand. Il a fait sa thèse avec Argyris, qui est dans le monde de mécanique numérique, qui était quelqu'un de très connu, un peu père fondateur comme Zinkiewicz. Et donc, il a un savoir-faire qui peut être assez intéressant à coupler. Donc, j'ai réussi aussi à avoir de mon côté les chaires. C'est aussi moi que je dois aller peut-être plus court au Brésil pour aller continuer sur les histoires des bouquins. Il y avait aussi possibilité d'aborder ce qu'on appelle l'Institut Polytechnique National à Mexico. Et ça, c'est la 12e plus grande université de Mexico, ou de Mexique, de pays. C'est 170 000 étudiants. Et là, ça, c'est une entité qui est plus petite. Mon ancien doctorant est devenu directeur de la recherche. Et avec Rogelio Lozano, qui est historiquement quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez Rogelio, il est à Biasic. Pendant des années, il était directeur de Biasic. Maintenant, il est directeur de recherche classationnelle. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il est responsable d'un labo commun entre, justement, une composante d'ITN et de UDIASIC ou de l'UTC. Et donc, on a regroupé tous ces beaux mondes avec Bruno Bachimo en téléconférence, en Skype. Et puis, on a convenu qu'on allait collaborer. Concrètement, je vais avoir des thésards qui viennent côté IPN, donc ils ne vont pas tous aller à UDIASIC. Ils peuvent aussi venir ici. Et puis, on a mis le modèle numérique en premier, comme ça, il y a aussi les autres. En fait, ce que je peux faire là, la première raison pour laquelle on m'a fait venir, il voulait effectivement être aidé côté l'armée. Donc, il y avait vraiment des expériences très agréables où j'ai pu avoir les décorations, etc. Puis, on peut dire les défilés d'honneur. Et puis, deuxième semaine, il y avait un colloque anniversaire des séismes de Mexique de 85. Et ce qui est le terme qui est très à la mode, c'est résilience, c'est-à-dire avoir une compréhension très détaillée de votre système. En fait, système de système, c'est ça que j'ai vendu comme résilience, ce qui est effectivement le cas. C'est-à-dire que je ne dois pas simplement comprendre la structure, mais tout ce qui va entourer la structure, et regarder à quelle vitesse un système complexe qui sera une ville, une grande ville comme Mexico, sera remis sur pied après un séisme énorme. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment garder occupé plein de gens qui sont chez nous. Donc j'ai fini la parenthèse bilan, et je dirais aussi, dans le bilan, ce côté humain, j'ai eu le plaisir d'échanger avec beaucoup de gens. Et première année, je n'ai pas pu lancer beaucoup de choses pour une raison simple, que les chaires qui étaient montées, vous avez vu la bataille pendant une année, en fait, ça n'a pas accouché à grand-chose côté financement. Par contre, pour la nouvelle modèle chaire, ça a été corrigé et vous allez voir à quoi ça ressemble. Comme ça, je peux effectivement annoncer un appel au projet. Ce qui n'est pas de nos jours quelque chose de très fréquent. Bref, je n'ai pas chômé pour ne rien faire en attendant que la chaire, ça se clarifie. J'essaie de maintenir les relations que j'avais, les financements différents et variés. Et le bilan aujourd'hui que je suis chargé de garder 12 projets en cours, il y a 2 postdocs, il y a 10 thésards. Quand je dis 12 projets en cours, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un, jeune homme, jeune femme, qui a ça comme le job numéro 1 au niveau quotidien. Donc il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a commencé à faire, mettons, avant. Il y en a qu'on a lancé la nouvelle. En tout cas, il y a des possibilités de lancer les nouvelles actions et encore plus si on est épaulé par les collègues qui entrent dans ces actions-là. Toutes ces collaborations ont été montées avec un esprit simple dont j'ai parlé déjà une fois. Mon expérience, par exemple, de thèse en cours tutelle, il y en a un certain nombre ici, c'est toujours un directeur de thèse dans le pays d'où l'étudiant en question vient, et un directeur de thèse en France, c'est moi. Et là, en fait, on travaille avec un collègue, donc c'est les couples qui s'occupent de quelqu'un qui fait avancer déjà son niveau scientifique et plus qui fait progrès scientifique dans le sens général. Et je trouve que vraiment, ça marchait très bien plus qu'une fois. Ce qui est un vrai défi en ce qui me concerne, étant donné la situation très agréable où je me trouve, c'est de regarder comment je peux me rendre utile dans un contexte où le projet dépasse 2 collègues qui collaborent. Et ça, c'est quelque chose qui est très en accord avec l'esprit actuel, au moins au niveau européen. Et quand je regarde
la réalité qui est la nôtre au niveau du TC, étant donné que la région de Picardie a été intégrée dans une grande région qui s'appelle Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et que la Picardie est un mot qui est en dernière place, et j'espère qu'elle ne sera pas trop suivie au niveau des financements, quoique on peut logiquement penser que le financement des régions, ça sera sûrement réduit. L'Europe deviendrait ainsi une option très importante. Et donc, sachez bien, par exemple, moi j'ai une expérience non négligeable. Déjà, moi-même, j'ai présenté le projet. La raison pour laquelle on m'a mis dans ce panel-là, parce que les projets sont allés très loin. Et deuxièmement, après, justement, on m'a mis dans le panel d'évaluation. Le panel d'évaluation, c'est un niveau de projets qui sont un peu plus, mettons, comment dire, un peu moins bien dotés que les miens. Moi, j'ai cours ce qu'on appelle la grant. Là, je suis dans le panel de quelque chose qui s'appelle Consolidation Grant. Pour donner une illustration, Consolidation Grant, c'est justement les gens chercheurs qui sont candidats typiques à devenir prof. C'est entre 7 et 12 ans après la thèse. Et on donne 2 millions sur 5 ans, ce qui est vraiment très bien. Ce qui m'a vraiment frappé dans cette expérience, c'est déjà la deuxième fois où j'ai fait ces panels-là, c'est la chose suivante. Regardez, chaque discipline qui se respecte, c'est comme UF. La maths, elle a un paquet d'UF, la physique, elle a un paquet. Toutes les disciplines nobles, ils ont beaucoup de place. Les ingénieurs sont engouffrés tous dans la même valise. Et ça s'appelle Physics Engineering numéro 8. Là, c'est le Products and Process Engineering. Quand on regarde la liste, on va retrouver sans problème Robert Val plus DEC plus peut-être quelque chose d'autre. Sans problème. Donc, toutes les disciplines, ils y sont. Et le membre du panel, ce n'est pas simplement qu'il vient de pratiquement tous les pays européens, il vient aussi de toutes ces disciplines. Donc, réussir le financement d'un projet de ce type-là, c'est pas facile. Il faut déjà avoir un bagage à vendre au titre personnel. Ça, limite, on a ce qu'on a. Et des fois, on est surpris. On n'est pas suffisamment positif. Des fois, ça passe. J'ai déjà vu plein de dossiers. Mais il y a un autre aspect qui devient encore plus important, puisqu'il y a plein de gens qui ont de bons bagages vendables, si j'ose dire. Ce qui passe par là-dessus, c'est une sacrée bonne idée percutante, qui n'a jamais venu dans aucune tête. Et ce genre d'idée, c'est typiquement entre disciplines. Et ça pourrait plaire au moins à 2, 3, 4, 5 membres des panels. Et en fait, quand vous avez un laboratoire comme le nôtre, quand je regarde la diversité de nos compétences, il suffit d'avoir, comment je dis, quelque chose, on se parle une fois par semaine, et ça peut venir spontanément, les idées là, juste à chercher à comprendre ce qui fait le bon gars, bonne fille qui fait partie du même laboratoire. Et c'est quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant à faire. Parce que les enjeux derrière, avec ces genres de montants, c'est pas comparable au montant habituel qu'on a ici. Bref, je vais maintenant dans les choses qui sont parties. Je reprends un peu ce que Guy avait rapidement élaboré là-dessus au niveau de son exposé. Ça, c'est le financement de postdoc qui nous a été fourni par l'ABEX MSDT. À ma connaissance, c'est à peu près la seule financement qui est très fortement orienté actuellement vers la mécanique, puisque donc c'est Eduard Marani qui était un produit d'abord de Zagreb, Croatie. Après, il a fait une thèse avec moi sur la modélisation multi-échelle de graphène, qui est un matériau qui est très à la mode. Et après, il a fait un postdoc sur l'intégration d'incertitude avec Delphine Brachery. Et donc, ça, c'est le 12e postdoc avec moi, Arnaud Hubert et Pierre Villon. C'est justement là on a inventé le terme cyberphysique. Donc, en fait, pour être plus juste, j'aurais inventé cyber-multiphysique, puisqu'on essaie de vraiment faire la modélisation où nos disciplines, qui sont Robert Val plus DEC, soient intégrées ensemble. À quelle échelle, ça reste à voir. Déjà, la motivation, je dis encore une fois, la plupart des financements qui sont aujourd'hui en cours au niveau de l'ABEX, on fait voler les petits drones. Donc on a pu essayer un petit peu, et puis ça a plutôt bien marché, de placer un sujet qui sera faire voler des gros drones, si j'ose dire. La première application qui va dans l'esprit, c'est d'avoir les drones type Predator, qui seront capables de porter des charges très importantes. C'est-à-dire quelque chose de plus grave qu'un appareil photo, avec pour objectif, on peut dire militaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la réalité du terrain. Et à mon avis, avec le temps présent, on ne peut pas dire que ce n'est pas un sujet qui pourrait être intéressant. Parce que je regarde, pour moi, la première condition, si vous voulez monter ce genre de type, ce genre de projet, ou ce type de projet, où on fait travailler plus que 2 chercheurs seniors et puis juniors ensemble, ça fait déjà une équipe senior costaud. Ces gens d'équipe, on consomme leur temps, on leur donne possibilité de s'exprimer tous et chacun, si on a un client potentiel qui nous permet de travailler à très longue durée.
très longue durée, ça peut être au moins 2-3 thèses. Donc, trouver les partenaires permettant de les fidéliser pour 2-3 thèses, il n'y en a pas de 1000 en France. Il y a des projets européens, mais après, en France, il peut y avoir, je dis encore une fois, par exemple, DGA, à l'époque, c'est pas grand secret à personne que le fait que l'ABEX soit porté par Biazik, un gars qui s'appelle Bernard Dubisson, il y est pour quelque chose quand même, et lui, il a terminé sa carrière en tant que directeur scientifique de DGA. Aujourd'hui, directeur scientifique de DGA s'appelle Hicham Babou Kandil, c'est un ancien collègue d'Ernest Cachan qui était directeur adjoint à l'époque où j'étais chef de département. Donc je le connais, c'est de nouveau quelqu'un de communauté un peu Biazik, contrôle des systèmes. Deuxième application, c'était de faire les éoliennes avec les pales flexibles, ce qui permettrait effectivement de mieux exploiter les vitesses de vent très variables. L'idée vient d'un Japonais qui a observé les libellules, les insectes qu'on en a chez nous aussi, il y en a plein au Japon, qui volent non pas avec, comme les oiseaux, avec le mouvement des ailes dans les plans, disons, 2D, mais ils volent, disons, de manière de mouvement tridimensionnel. Et donc, comme ça, il peut capter le vent très facilement, surtout quand il souffle beaucoup, ils vont tourner les ailes coniquement et ça devient très rétréci. C'est presque quand il souffle très fort, on met ce qu'on appelle les éoliennes en drapeau. On l'arrête puisqu'il y a un risque que ça casse. Donc, je peux penser, si on a choisi nos dates, c'est-à-dire ça fait 2-3 jours, ici, il souffle 140 km à l'heure. Donc, si vous voulez mettre les éoliennes ici, à chaque fois les faire arrêter quand ça souffle aussi fort, ça devient effectivement un vrai défi scientifique. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit des structures, des systèmes flexibles et d'apprendre à les, d'abord, garnir des actionnaires, si vous voulez, et ensuite d'avoir des algorithmes de contrôle et pouvoir réaliser ces contrôles-là. Donc, on est parti, on peut dire, d'abord avec Arnaud Hubert, et ça prend du temps, je vais revenir là-dessus, comment essayer d'apprendre des choses. Mais en attendant, il y avait un collègue d'Espagne, un professeur de l'Université de Valencia, qui s'appelle José Luis Pérez, qui est venu présenter un séminaire. À cette occasion, on a pu parler. À l'époque, il travaillait beaucoup avec mon ancien directeur de thèse, Bob Taylor. Maintenant, Taylor est à un certain âge, donc il s'est arrêté, donc il a besoin d'un autre copain, si j'ose dire, avec qui il peut échanger. Donc il est venu et il m'a séduit avec, pour idée, donc il a pris outils de modélisation qui sont des éléments finis, puis il a fait une modélisation complète de chaîne de ce qui est Roberval plus Dex, c'est-à-dire ce qui m'a appris de nous, on avait déjà voulu faire couplage entre électromagnétisme et mécanique, et il m'a montré pourquoi c'est important de rajouter thermique de cette affaire-là. Et dans plusieurs exposés ici, ça a été bien, ça m'a fait plaisir de confirmer cette idée-là. Il y en a plusieurs qui s'intéressent dans l'équipe mécatronique, etc., intégrée, de rajouter la champ thermique. Là, on a fait énormément de modélisation mécanique et thermique. Ce savoir-faire qui s'appelle chez nous thermodynamique, quelque chose de naturel quand on s'intéresse à des comportements inélastiques non linéaires. Et la nouveauté, clairement, c'est rajouter électricité et magnétisme. Donc là, par exemple, ça c'est un travail qui vient de modélisation de ce qu'on appelle système de refroidissement de Peltier. Il y a un effet Peltier, problème tridimensionnel. Ils ont mis ici les conditions de périodicité. Là, ils ont coupé pour imposer la symétrie. Et le jeu, c'est de faire passer la température, enfin de refroidir le plus possible quand il entre quelque chose de chaud pour le ramener à quelque chose de froid. Les équations qu'on essaie de résoudre, c'est ici, vous avez, mettons, le flux thermique et vous avez effectivement le champ électrique. Et le couplage qui n'est pas habituel, c'est vous n'avez pas que la loi de Fourier, fameux coefficient de diffusion K fois gradient de température, mais vous avez aussi le champ électrique qui joue là-dessus, et ça s'appelle l'effet Peltier. Et de l'autre côté, donc flux électrique est affecté par le gradient de température, et ça s'appelle effet Seebeck. En fait, ils ont optimisé ça, donc c'était couplage entre champ électrique et champ thermique. Et là, le travail de jeune homme qui s'appelle, enfin, ça c'est quelques résultats. Vous avez ici capacité de faire la modélisation de l'infini, qui fait thermique, qui fait gradient de température, qui fait ensuite voltage, et puis, mettons, le gradient de champ électrique. Et l'objectif de la thèse qu'on a entamée cette année, c'est de rajouter la composante mécanique quand vous avez un cycle de refroidissement avec les impulsions très, fortes. Ça pouvait effectivement changer la température à un moment et par le couplage thermomécanique conduire vers le risque de rupture de composantes. Parce que par exemple ici, ce qui est intéressant, j'ai oublié de dire, vous avez ici 3 matériaux. Vous avez effectivement cuivre, aluminium et puis quelque chose comme étain, comme l'isolateur. Donc ça fait passer par plusieurs, mettons, milieux de ces zones de diffusion. Bref, c'est une approche.
complètement fini, et si je veux m'arrêter là, je ne serais jamais parti vers Arnaud Hubert pour travailler avec lui. Maintenant, il y avait effectivement une bonne raison pour le faire, parce que je revenais là-dessus par les transparents suivants. On a déjà réussi quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est de mettre sur la même base les produits qui sont fabriqués typiquement par les experts en mécanique des solides, c'est-à-dire modélisation de comportement de matériaux solides avec la discrétisation hémophilie, et de l'autre côté, les experts en mécanique des fluides, avec une formulation complètement différente, et encore discrétisation par volume fini, qui est de nouveau complètement différent. Et dans un contexte où tout le monde est complètement non linéaire, donc le plus général possible. Et donc c'était ça un peu l'idée de départ. Si on arrive à mettre sur le même pied la modélisation typique de l'électromagnétisme optique ou tous ces champs qu'on n'étudie pas habituellement, d'un côté, et les mécaniques des solides, de fluides de l'autre. En fait, c'est quelque chose qui est à la portée. Et j'ai passé déjà pas mal de temps, les dernières vacances d'été, j'ai passé à étudier les bouquins que Arnaud m'avait filés. Ici, vous avez par exemple les bouquins, ça c'est deux professeurs de Harvard, ils ont fait un bouquin formidable sur le circuit électrique. Ça commence à l'échelle très fine, les circuits électriques sont faciles à saisir, c'est comme les traillis mécaniques. Après, quand on commence à homogénéiser, on tombe sur ce qu'on appelle variété tout de suite. Il y a forme 1, forme 0, forme 2, forme 3. Et après, la modélisation, discrétisation, typiquement, on n'utilise pas la méthode xénophile si ce n'est pas Bossavit. Bossavit a pigé comment fabriquer ces éléments bizarres. Ou bien, il y a une autre approche d'utiliser volume fini qui va par la suite conserver sur chaque volume, sur chaque cellule, la forme 1, forme 2, forme 3, etc., de champs électromagnétiques pour aller là-bas. Donc, il y a une nouveauté vraiment ici. C'est pour ça que j'ai posé la question s'il y a déjà un logiciel qui sont rodés, qui sont utilisés par tout le monde dans les domaines de l'électromagnétisme, ça aurait été formidable. Comme vous allez voir, on a pu faire avec OpenFOAM dans les domaines de mécanique fluide. Et comme ça, très vite, on a un outil très intéressant. Et ce n'est pas simplement que ça soit efficace au niveau de développement, c'est encore plus intéressant puisqu'on va vexer, si j'ose dire, personne. Chacun apporte son savoir-faire, on les embarque dans un logiciel qui est utilisable par les autres, et puis on essaie de ne pas les perturber trop. Quoique, il faut avoir accès à la source, et puis on perturbe quand même pas mal à la fin. Il y a une autre nouveauté qui est non négligeable, c'est les aspects contrôle. Enfin, dans les communautés de contrôle, j'ai échangé énormément. À l'époque, je connais Rogelio Lozano, qui était directeur de laboratoire Uliazic, pardon. Et maintenant, les laboratoires mixtes avec IPN et Mexique. Puis c'est vraiment un ami proche, donc on a pu parler même après minuit. Typiquement, pas jamais après minuit, on a parlé plutôt le dimanche quand on jouait au basket. Lui, il avait 5 Mexicains, moi j'avais 5 gars à l'UTC qui aimaient bien jouer au basket. Donc comme ça, on pouvait jouer au basket terrain complet. Et puis on a à chaque fois voulu travailler ensemble. Je me suis rendu compte que ce n'est pas possible de travailler avec lui parce qu'il sait faire des problèmes linéaires. C'est-à-dire dans le comité de contrôle, il y a fonction transfert et je regarde sortie, et après je corrige entrée tout de suite et je sais comment faire puisque le transfert est linéaire. Dans le monde non linéaire, on ne sait pas faire. Il suffit que ça soit géométrique ou non linéaire qu'on ne sait pas comment corriger après la sortie, comment corriger entrée et que faire. Donc ça serait forcément itératif. Et là, par exemple, ça c'est notre façon de percevoir un système simple de vibration. Il y a des ressorts, des masses, je ne sais pas quoi, des amortisseurs. Et ça, c'est les façons de gens qui font les contrôles. Or, ce qui m'a fait plaisir, de nouveau, ça c'est un autre livre que Arnaud m'avait filé. En fait, plutôt, il n'a pas pensé grand-chose, mais moi, si, dans le monde de contrôle, ce qui est très à la mode, maintenant, ils appellent ça porte hamiltonien. Et grosso modo, ça se réduit à... Ils ont découvert que thermodynamique, c'est grand-chose. C'est la première fois qu'on a, avec beaucoup de succès, couplé deux champs, thermique et mécanique. Et en fait, ça se réduit grosso modo à contrôler dans chaque, mettons, composante ou chaque sous-système la puissance. Et trouver donc dualité des variables. En mécanique, ça serait l'effort fois vitesse, je ne sais pas quoi. En thermique, ça serait l'entropie et température, et ainsi de suite. Et après, on fait dans chaque, c'est pour ça on essaie d'embobiner comme ça, on essaie dans chaque sous-système de contrôler puissance, conserver grosso modo l'énergie si on voulait regarder derrière, et c'est comme ça on stabilise le système, on le garde stable. Et là, ce qui est difficile quand on prend un système complexe, surtout dans notre jargon qui est hyperstatique et donc non linéaire, les parcours qu'on fait au niveau de ces graphes-là, c'est pas évident. Donc il faut vraiment être capable d'utiliser les méthodes de contrôle qui sont inventées dans cette communauté-là sur les problèmes non linéaires. Nous, on n'a pas fait ça. La première fois qu'on a eu à traiter les contrôles, c'était celui-là.
Il y avait effectivement un système pour l'articulé flexible avec que les composants mécaniques. Donc les actionnaires, on ne voulait pas regarder d'où ça vient. Ça pouvait venir de ce qui présentait, par exemple, Christine ou, je sais pas, ou plutôt les membres de cette équipe, de dire, on pouvait, là, pour nous, c'était simplement va tourner et puis imposer les moments, les couples, pour les ramener dans la configuration souhaitée. Configuration souhaitée étant en grande B, puisque c'était fait à l'occasion où Ted Belichko fêtait anniversaire. Sinon, ça aurait pu être n'importe quel système un peu plus sérieux, plus intéressant côté application. Et ce qu'on a fait, étant donné que le comportement de ce système est géométrique non linéaire, on a évité de faire l'approche habituelle, c'est-à-dire pour amener le système dans la configuration souhaitée, on fait une itération sur les variables de contrôle, après on fait converger l'équilibre de ce système-là, et ça devient inutile parce que les variables de contrôle n'ont pas convergé. Donc on a compris que ça peut être fait bien mieux que ça, en faisant mettre les contraintes qui donc équilibre sur le même pied que les fonctions coûts qu'il faut minimiser, et après on a itéré sur tout le monde simultanément. Et donc il n'y a qu'à l'équilibre de ce système-là qu'on a la forme la plus proche de B, et plus on a des bonnes valeurs de contrôle qu'il faut pour l'amener là. Donc ça c'est un peu un petit, comme pour les contrôler, peu importe ça, on n'a pas besoin d'impressionner les collègues, on peut les faire plutôt quand on a quelque chose à vendre. L'idée, je dirais, ça c'est vraiment le contenu scientifique qui permettrait, à mon avis, d'être étalé. Ça a été déjà évoqué par ce que disait dans l'exposé précédent par Guy et Christine, par Christian Jean-Louis. Et donc, je voulais maintenant, il y a plein d'autres sujets scientifiques, je voulais prendre simplement un autre point de vue pour regarder déjà le côté application et puis la science va venir après. Donc ça, c'est un peu comme les aspects technologiques. Une fois on sait tout faire, qu'est-ce qu'on va vendre? Donc, je crois qu'aucun doute dans la tête de personne maintenant qu'après COP21, qu'il va falloir trouver énergie renouvelable. Donc là, énergie renouvelable, c'est quelque chose qui s'impose. Il y a les copains qui ont déjà une longueur d'avance non négligeable, c'est les Danois. En Danemark, c'est le système qu'on appelle Microsoft des éoliennes, puisque c'est vraiment nul, mais tout le monde s'en sert. Et les Danois, ils ont un avantage que chez eux, ils sont là quelque part, là, la mer est peu profonde et ça souffle tout le temps. Donc ils ont les conditions optimales. On n'a ni la mer qui est... Enfin, déjà, les conditions de support, c'est quelque chose qu'il faut inventer. Par exemple, à ce moment-là, il y a vraiment un avantage énorme. Mon expérience à Cachan, moi, j'étais formellement membre du laboratoire de mécanique et technologie de Cachan, où il n'y avait que des mécaniciens de solides. Mais après, j'ai enseigné aussi dans un master de fluide. Et après, j'ai participé une fois par mois dans des réunions de ce qu'on appelle Centre de mathématiques et d'application, où tous les collègues mathématiciens travaillent en mécanique de fluide. Et là, j'ai appris que le monde des mécaniques en France est coupé entre les mathématiciens qui font les fluides et les mécaniciens qui font les solides. Et on a vraiment une bonne chance ici qu'on a un certain nombre d'experts non négligeables d'avoir les fluides. Donc je suis sûr que ça a été évoqué aussi qu'il y a plein d'autres applications. En tout cas, ça en est une pour essayer d'un peu combiner les deux. C'est-à-dire, on peut mettre des éoliennes sur les bateaux, etc. On ne peut pas entrer là-dessus. Il y a aussi à innover pour regarder comment fabriquer les pales. J'ai déjà échangé rapidement avec Zoher quel type de matériaux permettront de garder les éoliennes qui tournent tout le temps, éviter les aspects fatigue, éviter le risque de rupture et ainsi de suite. Mais je voulais me concentrer et expliquer un peu plus en détail cette image-là. Quand vous regardez, par exemple, ça c'est la possibilité de comprendre ce qui arrive à une installation de ce type-là. C'est-à-dire, il me faut la simulation d'un mécanisme solide avec les grands déplacements et rotations, en espérant que ça reste élastique, ça ne casse pas. Sinon, il faut aussi prédire la possibilité que ça casse et puis essayer d'éviter. Après, il me faut comprendre, je ne sais pas quoi, les aspects, les souffles, les vents, les houles, les vagues, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plein de savoir-faire qu'encore une fois, ils ne sont pas développés par typiquement la même équipe. Donc là, l'approche qu'on avait faite, c'était la suivante. On a essayé de respecter l'approche de tout et de chacun. Concrètement, si c'est interaction fluide et structure, et ce qui est vraiment pas typique du tout, cette approche qu'on a fait, puisqu'il y a un certain nombre de collègues au niveau international dont la renommée est construite après avoir travaillé toute sa vie sur les problèmes fluides structure, et chacun a imposé à tout prix sa méthode préférée. Donc on a, vers fluide, on a poussé les éléments finis, et ça donnait des trucs un peu bizarres, on appelle ça éléments finis stabilisés. Et mes collègues à Cachan qui adorent volume fini, ils ont poussé volume fini vers les solides, à tout prix. J'ai même dit, ça ne marcherait pas, jamais mieux que l'élément fini, mais ils n'ont pas voulu écouter.
Les matheux, ils sont très bons, ils prennent leur domaine, ils restent toute la vie dans ce domaine-là, et c'est comme ça qu'ils peuvent aller très haut. Donc c'est tout au contraire d'ingénieurs qui peuvent vraiment collaborer. Donc on a vraiment la chance qu'on n'a pas non plus trop d'esprit de maths, ce qui est vraiment bien dans ce sens-là. Bref, l'idée est, donc on a fait la formulation lagrangienne pour les solides, puisque quand on a comportement élastique, il faut tenir compte d'où on vient. À formulation lagrangienne pour les fluides, après les couplets, il faut gérer le maillage des uns et des autres. On a pu démontrer algorithmiquement, quand on sépare les deux calculs, c'est-à-dire je bloque le fluide, je travaille sur le solide, après je bloque le solide, je travaille sur le fluide, que ces calculs-là restent inconditionnellement stables. Sinon, ce n'est pas garanti. C'est-à-dire, si je prends un schéma d'intégration temporelle sur les solides, même si c'est implicite, après sur le fluide, le couplage va faire en sorte que ça peut exploser, ça perd de la stabilité, au moins si ce n'est pas fait correctement. Et donc, ce sont les algorithmes, ce sont les petites les exemples de validation et des choses comme ça. Ça, c'est par exemple la vitesse, ça, c'est la pression et des choses pareilles. Bref, ce qui est important à dire, donc il y avait première couche théorique pour comprendre comment refaire les formulations de solides et de fluides pour qu'ils se parlent. Il y avait deuxième couche, discrétisation. Encore une fois, je dis, les gens de solides, ils adorent LMophilie et les gens de fluides, ils adorent voluphilie. Ce n'est pas le même type de discrétisation. Et les homophilies, ils ont les inconnus nus, les voluphilies, ils ont le centre de cellules. Donc déjà, ce n'est pas au même endroit qu'ils se parlent. Donc il faut comprendre comment passer la mayonnaise au niveau des approximations. Il y avait l'algorithme que j'ai déjà évoqué pour garantir la stabilité. Et c'est seulement à la fin, quand on parle de mécanique numérique, on dit toujours c'est logiciel. Mais ce n'est pas logiciel. Je m'attaque à un problème très compliqué que je ne peux pas résoudre par des moyens différents. Il me faut la formulation théorique, discrétisation, algorithmique et après informatique. C'est pour ça que j'ai demandé, j'aurais adoré, dans ce développement-là, le rôle non négligeable était joué non pas par Mathis, mais par son équipe. Il y a un jeune homme qui est peut-être plus aussi jeune que ça, parce qu'il est arrivé au bout de 12 ans, il avait arrêté à l'université. Là, on peut être que 12 ans, mettre des coffres en Allemagne, après on est obligé de partir, si on ne devient pas professeur. Donc ce qui est arrivé, et là, il a développé un truc formidable qui permet de traiter tout un logiciel entier comme ce qu'on appelle un objet, dans l'esprit d'orienter objet. Et donc, j'envoie le message et je reçois le résultat sur les données que cet objet va digérer. Et ce qui est vraiment agréable, les logiciels différents, ils peuvent être programmés dans des langages différents, ils peuvent utiliser les mêmes noms pour des variables différentes, ils savent se parler et garder ce genre de choses. Donc, on a couplé OpenFOAM et le logiciel qui était fabriqué à Berkeley, que j'utilise souvent quand je n'ai pas d'autres contraintes, parce que c'était bien fabriqué pour, premièrement, Taylor, quand il a pris sa retraite, il a mis beaucoup d'énergie pour documenter. Et dernière chose, je connais beaucoup de gens bien qui ont travaillé dans ce logiciel-là. Je connais histoire, contrairement au logiciel commercial. Je ne connais pas qui a fait quoi et comment. Là, je connais vraiment qui a fait et quoi et qu'est-ce qui était mauvais, qu'est-ce qui était bon dans ce développement. Et je sais corriger. Ce qui est déjà non négligeable. Si vous allez appuyer sur le travail de quelqu'un d'autre, autant savoir que c'est quelqu'un de bien. Bref, ça c'est seulement le cas. Et en plus, ce qu'on a réussi à coupler au niveau OpenFOAM et FIB, ça peut être couplé avec n'importe quel autre logiciel. Plus la bonne nouvelle, ESI a acheté OpenFOAM. Donc c'est sûr, peut-être ça cher à se faire. Et on a pu faire ça pour les gammes de problèmes où il y a impact. Donc c'est vraiment les sollicitations. Ici, vous avez d'embrée, comme on appelle. Donc c'est le réservoir qui s'est effondré. Et puis là, l'eau qui va balayer, sauf ces géomètres non linéaires mais élastiques, donc ça ne se casse pas. Après, vous avez les problèmes de flottement, donc instabilité géométrique, par exemple des ailes d'avion. Ou bien mettons, les éoliennes avec les pales flexibles, ça peut être un peu la même chose à traiter. C'était un gars, j'ai eu un certain nombre de normaliens à l'INES de Cachin, parmi ceux-là, il y a vraiment quelqu'un qui était seulement parmi les meilleurs, Christophe Cassiotis. Et donc on a pu faire, ce soir, il y a l'aspect, comment je dis, de formulation algorithmique, après l'aspect discrétisation, parallélisation, etc. Donc on a pu faire aussi surface libre et puis disons couplage de code. Donc on a pu avoir le prix pour ce genre d'approche. Et encore une fois, il y avait les autres qui se sont rendus compte que c'est quelque chose d'intéressant. Donc une fois, j'ai présenté un exposé dans un colloque et puis j'étais après sollicité par ces collègues-là. On est parti, c'est un projet, le résultat devrait arriver au mois de mars, à peu près, je crois que maintenant, où il y a 7 équipes qui sont mises ensemble. C'est grosso modo les compétences d'un certain nombre de gens qui sont ici, sauf au niveau européen. Donc, ce sont les experts mettons, calcul parallèle plus mécanique de fluide. Mine, c'est maillage. Ça, c'est aussi maillage. C'est JMesh, si vous avez utilisé ce logiciel-là.
ça c'est estimateur d'erreur, ça c'est supercomputing center, enfin ordinateur parallèle. On m'a sollicité ici pour être seul composant solide. C'est quoi l'objectif du projet? Ça s'appelle anti-crash. Vous savez bien que avec mettons, le trafic aérien qui commence à augmenter de manière exponentielle, avec tout le monde qui s'est mis à faire la concurrence, les Émirats, etc. Donc, ce genre de choses se produit de plus en plus. Par exemple, le fameux exemple, c'est la vol Rio-Paris, il paraît que les gens se sont rendus compte qu'il fallait intervenir, mais une fois l'avion de ligne est engagé dans cette spirale infernale, il n'y a plus rien qui peut le redresser. Les avions de combat, si, ils sont faits pour, mais les avions de ligne, non. Donc l'idée était, si on pouvait mettre une espèce de petit moteur qui pourrait le redresser et lui permettre de se poser tranquillement. Donc là, ce qui est nouveau dans ce cas-là, peut-être vous ne le savez pas, mais ceux qui travaillent dans le domaine aérospatial, ils savent que le calcul actuel, ce qui s'est fait, l'avion est arrêté. En fait, si j'ose dire, on s'en fiche d'avion. C'est le fluide qui compte. C'est les gens de maths appliquées qui s'en occupent. Comme ça, l'avion, c'est juste un obstacle comme les autres, et puis c'est tout. Comme mon collègue Jean-Michel Guéda dit, les solides sont des fluides comme les autres. C'est pareil. Donc, par contre, là, ils se sont rendus compte qu'il faut maintenant vraiment modéliser les ailes en tant que les ailes flexibles, avec prédire effectivement le risque de rupture et possibilité de sortir, etc. etc. Donc ça, c'est un projet qui est pas loin de 4 millions, partis chacun à 400 quelque chose 1000. Et puis, Suédois, ils ont un peu plus pour piloter. Donc, au mois de mars, j'espère que peut-être ça peut aller. Il y a peut-être boire un peu. Bref, il y a un autre domaine qui est intéressant et je commence à avoir de plus en plus de contact avec les collègues de BNBI. Et c'était non seulement pour leur faire plaisir, puisqu'actuellement, aujourd'hui, tout le monde est intéressé par la science de la vie, mais surtout aux États-Unis, c'est un domaine qui attire plein de gens bien. Et quand je dis plein de gens bien, peut-être le meilleur cerveau aux États-Unis sont attirés par des sociétés comme Google, Facebook, etc. Là, ils sont le mieux payés. Et ces gens-là, au passage, ils fabriquent aussi les outils qui sont intéressants pour nous, c'est-à-dire les outils imagerie. Et maintenant, dans le monde médical, les médecins disent on a tellement de capacités à regarder écoulement tridimensionnel, turbulence quand ça fait les coins, les artères, etc. Et qu'est-ce qu'on a compris de plus? On ne sait pas s'il faut couper ou pas, et où. Donc, à vrai dire, ils se rendent compte qu'avec ce genre d'avancée côté frime, si j'ose dire, ou côté forme, maintenant il faut revenir sur le fond. Et le fond, c'est, j'espère aussi nous, parce qu'il y a mécanique dans biomécanique. Et l'idée, à ma connaissance, c'est il faut regarder si on a un bon modèle, si on a une bonne discrétisation, ça s'appelle validation vérification. Il faut comprendre les aspects couplés, parce que dans ces trucs-là, il y a plein de couplages. Chaque corps être humain, c'est composante solide et composante fluide pour commencer. Et après, à la fin, chacun est fait à sa manière. Quand on regarde notre laboratoire, il y a plein de personnalités, plein d'hétérogénéité au niveau de comment sont construits les corps et comment on réfléchit. Et il faut, au final, arriver à coupler la probabilité et la mécanique. Et là, c'est vraiment devient un métier de modélisation dans un contexte multiphysique énorme. Et ceci dit, la seule chose qui me fait moi de plaisir pour dire aujourd'hui, il existe à l'UTC un laboratoire qui s'appelle BNDI et qui réclame haut et fort ça comme le domaine. Sinon, j'aurais adoré les casiers à Robert Valle. Il y a aussi IRT Ralenium. Et je sais que Mohamed Ali a mis beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Et j'étais à l'accompagner 2-3 réunions. Et je me souviens, je dis ici devant tout le monde, pas parce que Mohamed Ali est là, vraiment la faute principale c'est la SNCF. On était présents à des réunions, prendre toute la journée à la fin pour se dire que la SNCF ne vous même pas casquer 3 millions. Et ça coûte 300 millions par an pour changer les rails. 300 millions. Et ils ne voulaient pas casquer 3 millions, par exemple, etc. Donc, mais j'ai appris que 2019, le monopole de la SNCF va s'arrêter. Donc après, ça va sûrement ouvrir la recherche côté renouveau de ferroviaire. Là, ce que je voulais simplement signaler, ce qui m'intéresse, on a pratiquement travaillé sur toutes les composantes de ces modèles-là. Si jamais on a déjà réussi à construire, on avait déjà réussi à construire ce genre de manip, on pouvait optimiser les trains, parce que ça, c'est système pour être possible, on pouvait optimiser les rails, les contacts, on pouvait optimiser les ballasts, etc. etc. Ça, je trouvais quelque part, la Chine, en 2014, ils ont déjà fabriqué 8427 km de rails. Donc, quand on dort, mais on laisse la SNCF freiner un peu le développement de ce type-là, dommage que ça arrive un peu, pas vers les oreilles, pour dire les Chinois, ils ont déjà 8000 km, ils ne restent pas endormis. Là, ça fait une année, on a déposé le projet avec Nicolas Osnimios pour comprendre les aspects d'incertitude. Nicolas, il a la capacité de fabriquer l'évolution, mettons, probabiliste par les processus de Semi-Markov, ce
qui pourrait être très intéressant, très bien dans nos applications, par exemple pour les problèmes de fatigue. Pour expliquer un peu mieux, si vous regardez, vous passez par le magasin Ikea, y a une chaise où il y a comment ça s'appelle, le vérin, et puis ça fait 1000 fois, tchac, pour montrer qu'Ikea fabrique aussi le meuble de qualité. Mais là, ce n'est pas Ikea. C'est-à-dire, entre Paris et Marseille, la route tourne à peu près 550 000 fois, et le trajet est tout sauf tchac. En fait, il y a une certaine incertitude sur est-ce qu'il y a des hauts et des bas, est-ce qu'il y a un terrain qui est plat ou rugueux. Et puis, dimensionner, faire une conception par rapport à une sollicitation qui évolue dans le temps d'une manière qui n'est pas certaine, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Et ça peut être sûrement très intéressant d'explorer. Il y a, ça c'est grosso modo la question qui est évoquée d'abord par Jérôme et puis par Zoé. Si je voulais faire certification de nouvelle conception d'avion, mettons quelque chose qui va relever la concurrence de Dreamliner 787, qui est le plus grand porteur fabriqué entièrement composite. Actuellement, ce n'est pas possible. Déjà, pour comprendre le risque de rupture des ailes, ici, vous avez à Toulouse la seule machine, à ma connaissance, qui est capable de casser ces ailes-là, qui sont 32 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Il n'y a nulle part, j'ai vu le centre d'essai qu'on a ici, on n'a pas de machine capable de faire ça. Donc, ce qu'on peut faire, l'idée, je peux errer au niveau matériaux, j'ai fait plein d'essais, ou bien je peux faire plein de modélisation pour compléter l'information. Ces essais-là peuvent me servir à faire quoi? L'idée, c'est que ces essais-là vont alimenter la distribution probabiliste des sources d'incertitude. Après, je vais compter sur le calcul pour essayer de propager cette incertitude vers les résultats qui m'intéressent. Risque de rupture, déplacement, ou je ne sais pas quoi. Et ça, ce n'est pas la moindre chose, puisqu'il y a l'aspect multi-échelle qui est pour les uns le seul domaine de compétences, plus les aspects probabilité pour les autres, c'est aussi le seul. Donc il faut coupler déjà deux domaines de compétences. Ça, c'est grosso modo ce qu'on a déjà réussi à faire dans un contexte quand on a des matériaux quasi fragiles, ou par exemple, vous pouvez prendre matériaux composites de phase, où on fait mélanger la phase fort de façon à ce qu'on sache la partie géométrique. Eh bien, on ne sait pas où sont, mettons, les renforts sortis, ce qui est typiquement le cas des matériaux composites qu'on fabrique habituellement. Et comme ça, à l'échelle fine, modélisation des mécanismes de rupture est déterministe. Une fois on sait où sont les phases fortes. Mais à chaque fois, il y a une autre réalisation. Donc, mettons le CRR, il peut bouger. Et donc, à chaque réalisation, je peux fabriquer un nouveau résultat. Et sur la base de tous ces résultats-là, je peux ensuite faire, grosso modo, une espèce d'homogénéisation pour ainsi aboutir à un modèle type, mettons, que Delphine a commencé ce matin, qui fait limite d'élasticité, ensuite contrainte ultime, après ça se casse la gueule, si j'ose dire, ça commence la phase adoucissant, et sauf deux paramètres ici ne sont plus déterministes, ce sont maintenant les champs aléatoires, dont la distribution probabiliste est fabriquée à partir d'une échelle fine, ou ça peut être à partir d'expériences, plein d'essais. On garde, je ne sais pas combien de stages, toute la promo fait des stages, et puis tu fais distribution probabiliste. Et ce que ça donne, quand on regarde à l'échelle macro, ce genre de modèle-là, par exemple, tout est joué ce qu'on appelle longueur de corrélation. C'est-à-dire, c'est grosso modo la longueur qui est la plus probable pour que le matériau soit homogène. Et donc, une épreuve qui est de la même longueur que la longueur de corrélation, ça serait presque homogène. Une épreuve qui est 10 fois plus grande, ça commence à devenir hétérogène. Et si c'est 100 fois plus grand, c'est clair, il y a des hauts, des bas, il y a vraiment des points très faibles. Et quand on fait maintenant la rupture de ce genre d'épreuve, sans surprise, on voit que la plus grande casse la première puisqu'elle a le point faible. Mais pour moi, ce qui est surprenant, que la participation, ce qu'on appelle fracture pro-saison, c'est-à-dire cette partie-là où ça monte encore, c'est-à-dire il y a une micro-fissure avant que tous ces trucs-là vont fusionner pour avoir une fissure macro, c'est ça qui domine. Et on fait, par exemple, 10%, 20%, etc. des barres rompues, ça commence à un petit peu à avoir la look, l'allure de ce qu'on appelle l'effet d'échelle, c'est-à-dire la mode de rupture dominante dépend de l'hétérogénéité des matériaux. Et en fait, là, il n'y a pas assez forcé. Je le comprends par microstructure et par longueur de corrélation. Ce qui n'est pas la même chose que ce qu'on a essayé d'inventer par ce qu'on appelle longueur caractéristique, etc., qui complète une autre affaire et pas forcément très bien. Ce n'est pas Veblen non plus, si vous êtes habitué à ce modèle-là. Veblen, c'est la vie qui se nique. Il y a un mode de rupture. Là, il y en a deux. Soit c'est ça, soit c'est ça. Et donc, ça me permet de choisir. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est grosso modo le cœur du projet européen que j'ai essayé de faire passer. Première étape est passée. Deuxième étape, ça doit être mois de mars, mois d'avril, quelque part par là.
Ces projets-là, c'est 2,5 millions sur 5 ans. Et j'ai fait le calcul, ça fait 500 000 euros par an. Ce qui reste de l'argent de Udiazic. Udiazic a eu 7 millions sur 9 ans. Il y a déjà 5 ans qui sont passés. Il reste 750 sur 4 ans. Et il y a déjà un certain nombre de postes d'engagement qui sont engagés. Franchement, je vais créer un LabEx moi-même si j'obtiens ces trucs-là. C'est un peu de rigolade, mais sérieusement, ça peut vraiment garder beaucoup de gens occupés. Espérons que ça passe, parce qu'en fait, il y a vraiment de quoi faire. Donc, j'essaie un peu de résumer rapidement aussi. Moi, j'ai vraiment, j'ai pas envie de comprenez pas mal. La première priorité, c'est pas pour faire avancer ma carrière. C'est pour s'amuser, pour que ça soit intéressant. Éventuellement, pour ne pas cacher le fond de l'histoire, au bout de 5 ans, je pourrais renouveler mon UF. Et comme ça, j'ai 10 ans UF, c'est génial, à vrai dire. Et c'est projets interdisciplinaires qui permettront de faire ça. Rien de plus. Complètement innocent. Bref. C'est pour ça, il y a un aspect de recherche fondamentale. Il y a aussi les aspects de recherche appliquée. J'en ai échangé déjà avec quelques-uns, ce qui est très intéressant ici. Je trouve que notre plateforme, c'est un laboratoire scientifique de recherche. On a la chance d'avoir les jeunes qui sont avec nous. Déjà, c'est triste quand on n'a pas d'étudiants, surtout ceux qui sont motivés. Et c'est ça le premier job, c'est d'aller former les experts de demain. Et ainsi, au passage, devenir meilleurs experts qu'on était hier nous-mêmes. Après, il y a un aspect technologique qu'on n'utilise pas assez bien. Et j'ai dit à la place de créer des startups qui sont complètement découplées, on pourrait imaginer créer des startups qui sont un petit peu équipées à l'émergent, l'étape suivante, et qui peut être logée au sein d'innovation. Le professeur brésilien qui est venu lundi, je l'ai amené au sein d'innovation de l'après-midi, franchement, je ne trouvais rien qui concerne la mécanique dans toutes ces pièces qui sont occupées, la plupart. Ça serait bien de faire forcing, qu'on entre avec quelque chose et puis qu'on règle toutes les jours, qu'on commence à faire. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Après, les domaines, vous allez tout voir, il n'y a pas de domaine précis. Moi, j'aime bien beaucoup de domaines. Donc, il y a transport, il y a énergie, environnement, sciences de la vie, etc. Bref, ici, il y a un appel de projet. Donc, j'ai parlé que le renouvellement de chair, ça se passait bien. Donc, c'est rare que ça se passe bien. On m'a donné au total 120 mois. Donc, il y a quelqu'un qui peut travailler pour moi à 10 ans, une personne. Ou bien, je peux avoir des thèses. Donc, à vrai dire, on m'a donné 400 kg euros et ça coûte au total 1 million. Je veux dire, soit on me paye comme Ibrahimovic, se sont rendu compte que je suis footballeur, mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Derrière, on a chiffré la participation de mes collègues. C'est-à-dire, il y a ici les autres ingénieurs, etc. etc. Donc, à la limite, si vous avez des projets intéressants, si vous avez quelqu'un qui peut les faire, vous pouvez me parler déjà ici, et vous pouvez parler seulement à l'UTC. Ça serait vraiment avec plaisir. Ça, c'est le premier appel. Et ça, c'est déjà en cours. La date limite, il n'y en a pas. Peut-être qu'il faut se dépêcher, parce que peut-être qu'il faut changer d'avis. Ils vont dire, mais il faut te donner cette gouvernement, et puis là, non, on te pique l'argent. Donc, peut-être qu'il faut se dépêcher. Et deuxième appel, voilà, la date limite, c'est 2017. Ça, j'ai trouvé, avec les contacts avec les gens de ERC, quand je passe là, je parle beaucoup avec les gens qui font administration pour comprendre le système. Et bon, ils m'ont montré ça. La date limite, c'est septembre 2017. Qu'est-ce que veut l'Europe? Ils voulaient trouver quelqu'un qui serait capable de fabriquer une installation éolienne permettant de fabriquer 10 MW. Pour le moment, ça va jusqu'à 5 ou 6, le plus grande installation. Ça veut dire doubler. Mais quand je dis fabriquer, pas simplement faire calcul de fluide, structure d'interaction, et puis ça, c'est là, vraiment faire tout. Jusqu'à aller fabriquer prototype. Quelqu'un qui va le fabriquer et montrer comment ça marche. Et alors, pour cet exploit-là, ils sont prêts à payer entre 20 et 25 millions. On n'a pas déjà réussi pas à faire un bon rail à 6 millions. Je pense qu'on va y arriver. Mais c'est l'Europe qui paye. Là, c'était la SNCF. J'ai déjà dit. Honnêtement, c'est pas pareil. Et l'Europe, ils ont de l'argent. En fait, réellement, si vous voulez, mon impression de l'Europe actuellement, et je suis dans ce genre de compte d'évaluation-là, il y a deux choses à dire. Première chose, l'Europe est presque désespérée aujourd'hui, c'est-à-dire décideur. Si on parle honnêtement, l'Europe avait, à une époque qui n'est pas aussi loin que ça, avait le rôle de leader au niveau mondial. La meilleure technologie était là, le meilleur cerveau était là, tout le meilleur était là. Aujourd'hui,
honnêtement, la meilleure, ce qui est en Europe, c'est les footballeurs. Heureusement qu'il soit venu Ibrahimovic, comme ça tout le monde vous prononcer mon nom de famille là. Mais ça, c'est grosso modo la meilleure top qu'on a ici, les footballeurs. Tout le reste, les États-Unis, ils arrivent à se sortir bien plus fort, et les autres, les Chinois se réveillent, et tous les autres. Et en fait, ERC, qui était créé pour ça, ils ont vraiment bien compris le jeu. Ils disent, à la place de gaspiller, saupoudrer, comme on le fait encore en France, d'ailleurs, pas pour très longtemps, c'est pour ça l'idée d'aller faire 5 universités top, ils sont peut-être commencé à imiter les gens de ERC. Ils donnent beaucoup, 12,5 millions pour quelqu'un senior sur 5 ans, c'est énorme. Pour ne pas parler de junior. Quelqu'un consolidation grant, c'est 2 millions. Starting grant, c'est entre 0 et 7 ans après la thèse, 1,5 million. C'est franchement beaucoup trop. Moi, je dis, réduisez à ces gens-là, mettez plus pour les vieux. Ça, c'est mieux utilisé. Réduisez à 1 million, déjà, psychologiquement. Ils ne m'ont pas écouté là. Mais l'idée est vraiment, ils sont désespérés pour trouver les gens qui peuvent porter les projets costauds. Parce qu'ils comptent simplement sur l'innovation pour garder l'avancée par rapport aux autres. Premier point. Deuxième point, quand on propose un projet comme ça, c'est quoi le risque? Je demandais aussi. Le plus grand exploit, c'est réussir l'évaluation par le panel de gens compétents. Après, je demande aux gens, parce qu'il y avait des gens qui ont accroché Starting Grant, entre 0 et 7 ans après la thèse, après ils sont présentés pour Consolidation Grant. Et moi, je demandais, mais donnez-nous ce qu'ils ont fait pour Starting Grant pour pouvoir évaluer. Ils ont dit, ah non, on n'a pas. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, ils ont fini vendredi pour me dire, honnêtement, bon, on n'évalue pas. J'ai dit, comment ça? Ils ont dit, ça coûte trop cher. Après, les gens se sont engagés à prendre des risques. Ils ont pris le risque, puis ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas le tuer. Donc, ces projets-là, personne ne va vous mettre en prison. C'est toute une barrière psychologique. Est-ce que je pouvais jouer ce projet-là? Ça a vraiment de rigolade, mais en fait, l'idée assez subtile, parce que d'abord, tout le monde ne va pas se caser là. On fait beaucoup d'éliminations déjà, il faut avoir quelque chose, mais ça, c'est le titre ERC Advanced Grant. Mais si, quand c'est le projet de 25 millions, on m'a tout de suite dit, va avec l'entreprise. Après, il y avait une région qui m'a amené quelqu'un, un jeune homme qui fait ça au niveau régional pour aller, qui sont les joueurs au niveau national pour les éoliennes. Donc, il me parlait de CEA, il me parlait d'Areva. Mais je dis, attends, j'ai mes étudiants qui travaillent chez CEA et Areva, on a travaillé dans le nucléaire. C'est n'importe quoi, je dis. Et c'était à l'époque avant qu'Areva fasse faillite, quoi. Ils ont dit, c'est eux qui vont travailler. Mais je dis, c'est n'importe quoi. C'est les gens qui travaillent toute la vie au niveau de domaine nucléaire et c'est pas dommage que tu vas les forcer d'aller changer là. Mais c'est de gros effectifs. Tu dis, ok, ils ont je sais pas combien, plusieurs centaines ou milliers de gens. Et puis, par définition, ils vont aller bifurquer. Donc, il y a vraiment une ampleur qui a l'air énorme. Mais à l'échelle de notre laboratoire, on est combien mettons 200 pour que ça soit plus facile. 20 millions, 200, c'est peut-être pas aussi grand que ça. Voilà. Donc, moi, je vais aller, sinon je vais aller au Mexique. Je commence par dire gracias pour sua attention et je m'arrête là. Voilà. Après, tu poses la question. Ok. Alors. Vas-y. Si tu veux un projet comme ça, pour qu'il se réalise, il faut un porteur industriel. Tu l'as? Non, pour le moment, non, parce qu'il y a des gens de région, quand ils ont appris ce que je voulais faire, ils m'ont envoyé un jeune homme qui connaît, soi-disant, tous les interlocuteurs côté les éoliennes en France. Donc, il parlait d'Areva, il parlait de CEA, qui est devenu CEA, énergie renouvelable, commercial d'énergie atomique et énergie renouvelable. Et c'est tous les gens, ils ont une centaine d'experts qui sont dans le domaine du nucléaire. Je le connais, j'ai déjà travaillé avec eux. Mais ils ne savent rien sur les éoliennes, franchement. Ils vont commencer, comme nous. Après, où est le problème? C'est déjà lui qui l'a évoqué. À mon avis, déjà au niveau des compétences qu'on a au niveau des laboratoires, pour 20 millions, ça ne serait pas un problème de fabriquer des outils très crédibles pour aller mener à bien ces trucs-là. Après, il faut quelqu'un qui va fabriquer physiquement. C'est-à-dire, si je prends ces machins-là, ça c'est un produit. Il faut après quelqu'un la fabriquer physiquement. Donc il y a l'atelier P04 dont le responsable est Pierre Vion, peut-être n'est pas suffisant. Mais ça pourrait être quelque chose, le partenariat. On voulait juste usiner une pièce avec les gens de Kickstar. On est incapable de l'usiner à l'UTC avec une machine à commande numérique. Enfin, pour tout le monde. Je n'ai pas dit qu'on a déjà tout ce qu'il faut. J'ai déjà dit ça pourrait. Non, mais c'est bien. Ça pourrait être intéressant. Mais je veux dire, si tu veux, il faut
par rapport à la CLCF que tu dis, les Chinois, là, moi je vais aller en Chine avec une Cholet et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le problème chez nous, c'est que nous, donc chez nous, et au niveau du VTC, on a un sacré problème. Moi, je fais les arts de métier. Je veux dire, il faut quand même toucher les pièces et pouvoir les réaliser. Il n'y a personne qui fait. Mais, C'est tout. mais disons, réflexion de journée de ce type-là pourrait être aussi de regarder ce qu'on pourrait faire à notre niveau après influencer aussi les décideurs à plus haut niveau que le laboratoire. Ça, c'est pas interdit. Tant que je sache, on a vraiment construit un centre d'innovation. On a un certain nombre de salles qui sont occupées. Il y a aussi les gens, on a croisé les gens vivants à 18h. Et puis un gars qui disait, mais je vous connais là. Il y a vraiment un gars, il a toute une salle, c'est marqué salle numérique. Donc il a une grande table, un grand iPad énorme, comme cette salle-là. Et il me disait qu'il peut faire les réunions avec je ne sais pas combien de personnes autour de cette... Mais je dis, super, ça m'intéresse, moi je suis cher mécanique. Il me dit, ah, je vous connais. Je dis, d'où? Bah, quand vous êtes à NS de Cacha, vous venez assister à des réunions de maths. Donc il est membre de CMLA, Centre mathématique de l'application de NS de Cacha. Il a monté un start-up ici à UTC. Donc il y a des gens, ils ne sont pas attachés à nous. Ils pourraient être